Je suis déjà là avec Samuel Konko, notre deuxième invité dans ce dossier du soir. Maître, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan, encore une fois de plus, merci d'avoir songé à moi pour échanger avec vous sur les questions de l'heure et mes salutations à tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Alors c'était une plénière quand même intéressante avec beaucoup de rebondissements, surtout pendant le débat, cette plénière où a été examiné, où scruté le réquisitoire, ainsi que le rapport même de la commission spéciale temporaire de l'Assemblée nationale au sujet du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Finalement, les députés ont autorisé qu'on instruise contre Constant Moutamba. Vous l'avez suivi également, maître. Votre commentaire d'entrée de jeu, c'était opportun? Vous avez suivi les commentaires, notamment d'Eléazar Tamboué. Avait-il raison de dire ce qu'il disait là? Effectivement, je vais essayer d'aborder ça. Ouais. D'abord, pour planter les décors, j'aimerais dire que sur pied de l'article 166 de la Constitution, un réquisitoire a été déposé par le parquet général afin de pouvoir obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre au parquet d'instruire sur des faits prétendument de détournement qui auraient porté sur un marché public. C'est vrai que sur le plan procédural, la procédure a été régulièrement faite. Ouais. Mais il convient dans l'opinion nationale, excusez-moi de vous interrompre, dans l'opinion nationale, on pensait que c'était d'abord la levée des immunités. Pourtant, on est encore en phase pré-juridictionnelle. Ça, il faudrait bien l'expliquer aussi aux téléspectateurs. Il faudra aussi souligner que notre Constitution, dans cette matière, ne parle pas de levée d'immunité. La Constitution parle plutôt d'autorisation, soit des poursuites, soit d'instruction ou soit une mise en accusation. Alors présentement, Constant Moutamba n'est pas encore mis en accusation. Okay. Le procureur général près de la Cour de cassation n'a sollicité qu'une autorisation de poursuite. Et la démarche est bien fondée. Pourquoi? Parce que, étant donné que les faits pour lesquels il est reproché ont pris, la clameur a pris une certaine dimension très exponentielle, il était important de pouvoir clarifier les choses. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas lieu à pouvoir s'alarmer. Le meilleur endroit qui pourrait permettre à la chose d'être clarifiée, ce n'est que la justice. Et je pense que Constant Moutamba a suffisamment d'arguments de droit à pouvoir faire prévaloir lors de son instruction. Alors, il va être instruit par qui? Par cette personne même avec qui il a eu beaucoup de problèmes. Ça, c'est des notoriétés publiques. On les a vus à maintes reprises tenter de se réconcilier, même sous l'égide du président du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça, d'un point de vue éthique, ce n'est pas un problème? La raison qu'il a avancée à la commission en disant que non, c'est un règlement de compte, je ne m'entends pas avec le procureur général près la Cour de cassation. C'est fondé? Pour raison d'équité et pour raison de bonne administration de la justice, si seulement il y a des oppositions entre le ministre de la Justice et la personne du procureur général, la loi a déjà prévu les moyens par lesquels il faudrait régler ce genre de situations. Il peut récuser, par exemple, l'instructeur, si seulement l'affaire est instruite personnellement par le procureur général, il peut le récuser et demander que l'affaire soit instruite par un autre officier du ministère public du même parquet. Lors du moment de l'instruction, il ne peut pas carrément utiliser ces voies de recours que prévoit la loi. Mais moi, je crois qu'il a suffisamment d'éléments en sa possession qui pourraient bien faire prévaloir lors de l'instruction de sa cause. Pourquoi? Parce qu'à ce jour-ci, on lui reproche tout simplement la conclusion de ce marché public ou certaines irrégularités que l'on constate dans cette conclusion. Il faudra d'abord souligner une chose, que la conclusion d'un marché public de gré à gré est prévue par la loi. Et prévue par la loi plus particulièrement, je crois, à l'article 42 de la loi relative au marché public. Elle prévoit ce type de conclusion de marché. Et dans le manuel relatif à la procédure des marchés publics, il est aussi prévu, je crois, à l'article 20, que cela puisse suivre un certain nombre de conditionnalités que moi, personnellement, j'ai entendu lors de la lecture du réquisitoire. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu le ministre de la Justice, qui est l'autorité contractante dans ce dossier, qui a eu à pouvoir obtenir l'autorisation préalable. Passer le marché. Voilà, l'autorisation préalable de la structure, la DGCMP. La DGCMP, qui est la Direction Générale des Marchés Publics. Il a eu l'autorisation préalable et après, il est passé à la seconde étape qui était de pouvoir obtenir l'autorisation de la structure, comment on l'appelle, de l'autorité, c'est quoi l'expression, l'autorité d'approbation, l'autorité d'approbation. En l'occurrence, c'est la Première ministre. En l'occurrence, la Première ministre. Cela a été fait. Et la loi dit ceci dans cette matière, plus particulièrement l'article 20 du manuel relatif aux procédures en matière des marchés publics, dit que dans le délai de 10 jours calendaires, si seulement l'autorité d'approbation n'accorde pas de manière expresse son autorisation, il est tacitement
dit, ou bien il est tacitement conçu que l'autorité contractante est en mesure de pouvoir procéder, continuer à poser les actes. C'est une sorte d'approbation tacite. C'est une sorte d'approbation tacite. Mais il n'a pas eu ce qu'on appelle la DNO, l'avis de non-objection. Effectivement. De la DGCMP, il devait y retourner normalement. Il était censé retourner pour avoir cet avis de non-opposition de la Direction générale de marché public. Mais même dans ce cas de figure, moi je crois qu'il est lieu aussi ici de pouvoir souligner une chose, c'est que dans l'exécution de travaux, dans la gestion de certaines institutions publiques, il est aussi possible de commettre ce que nous appelons des erreurs ou des fautes de gestion. Lorsque ces erreurs, ces fautes de gestion peuvent arriver, il est possible aussi de pouvoir, comme la Première ministre l'a fait, je crois, étant donné qu'elle est la coordonnatrice de l'action gouvernementale de notre pays, elle a pris la mesure par l'entremise de son Premier ministre, enjoignant au ministre de la Justice de pouvoir surseoir à l'exécution de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines irrégularités qu'elle avait constatées qui devaient faire l'objet d'un certain examen, une certaine régularisation. Alors, à ce niveau-là, moi, je pense qu'il serait plus préférable, étant donné qu'il n'y a pas eu dissipation de ces fonds-là existent. Il n'y a pas eu de dissipation de fonds. Alors pourquoi engager ce rouleau compresseur contre un des ministres qui passe pour le moment comme étant un des excellents ministres de l'équipe gouvernementale? Pourquoi est-ce qu'on veut l'exposer à ce rouleau compresseur de manière à pouvoir non seulement désacraliser carrément le ministère qu'il pilote carrément de manière exceptionnelle? Ça pourrait même déstabiliser le gouvernement entier, puisque vous savez bien le contexte politique et sécuritaire dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que cette commission spéciale, temporaire, dirigée par un professeur d'université, n'a pas vu les choses sous cet angle-là? C'est là qu'il faut voir qu'il s'agissait plutôt d'une erreur administrative. C'est là que nous sommes en train de penser aussi qu'il serait très important de poser un regard, et un bon regard, sur ce dossier. Pourquoi? Parce que nous sentons certaines ramifications politiques. Pourquoi? Parce que nous savons ce que représente Constant Mutamba dans la démarche qu'il a déjà entreprise de pouvoir décourager plus particulièrement ce qu'il appelle les réseaux mafieux qui excellent dans le détournement. Deuxièmement, l'envergure que Constant Mutamba rêvait aujourd'hui sont des envergures qui sont pour certains de ses détracteurs électoralistes. Et étant donné qu'aujourd'hui Constant Mutamba devient carrément une figure de proue dans notre scène, dans notre microcosme politique, et certains pensent pour des raisons électoralistes, peut-être qu'il faudra très vite l'écarter, peut-être pour une simple erreur d'administration, pour une simple erreur de gestion. Voilà pourquoi ici j'en appellerai peut-être à l'autorité suprême tout simplement, étant donné que l'autorité suprême dans notre pays, c'est le chef de l'État. Il n'y a que le chef de l'État dans pareilles circonstances. On va l'accuser d'interférence, justement. Ça ne serait pas forcément une interférence, je l'ai souligné tantôt. Oui. Ici, est-ce qu'il y a eu dissipation de fonds qui ont été disponibilisés? Il n'y a pas eu dissipation de fonds. Les fonds existent. Tout simplement, il y a eu une erreur. On est en train de juger l'intention alors du ministre, peut-être. Bien entendu. C'est vrai que certains pourront parler d'une tentative de détournement. Certains pourraient parler de tentative de détournement, mais la question reste... punissable aussi par la loi. Qui est punissable par la loi, mais la question reste ouverte. Une tentative de détournement alors que la personne a eu à pouvoir poser des actes au vu et au su de tout le monde, à savoir, plus particulièrement, obtenir premièrement l'autorisation de pouvoir contracter et deuxièmement, une demande d'approbation. Moi, je crois que sur cet aspect, la question reste ouverte. Mais ici, il s'agit aussi de pouvoir se poser la question de savoir est-ce que seulement il y a opportunité de pouvoir poursuivre cette cause? Est-ce que seulement il y a opportunité? Dans l'intérêt de quoi? Servir d'exemple. Pardon? Servir d'exemple, justement. Bon, si seulement il y a lieu... Que ce soit à la communauté nationale et à la communauté internationale. S'il y a lieu qu'en RDC, il y a un vrai mécanisme pour limiter la corruption et les détournements de fonds publics. Aujourd'hui, nous sommes dans une atmosphère où tout simplement nous devons tenir compte de deux aspects. Premièrement, la tranquillité publique. Deuxièmement, l'efficacité de l'action gouvernementale du chef de l'État. Aujourd'hui, les fonds reprochés ne sont pas dilapidés. Ces fonds existent. Est-ce que ces fonds sont partis d'un compte à un autre? Non. Ces fonds demeurent dans le même compte. Ça se trouve dans le compte de l'entreprise Zion Construction. Non, c'est pas passé dans ce compte-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu suspension par la lettre du CNRF. C'est gelé, mais dans le compte de Zion Construction. Mais étant donné que ce fonds existe,
étant donné que ces fonds existent, il y a lieu aussi de se poser la question de savoir quel est l'objectif à poursuivre. C'est vrai qu'on aimerait bien donner une image, donner un temps qui peut être fort, mais un temps fort par rapport à quoi? Un temps fort par rapport à des fonds qui ne sont pas dilapidés, à des fonds qui existent, et vis-à-vis d'un ministre qui n'est pas de moindre dans notre gouvernement, dans l'action gouvernementale du chef de l'État. Moi, je crois qu'il y a lieu de pouvoir, d'une part, poser certainement les actes d'instruction, question de pouvoir clarifier l'opinion publique, mais d'autre part aussi de pouvoir protéger le ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que dans sa mission de pouvoir appliquer la politique du chef de l'État dans le secteur judiciaire, il est important qu'il continue à garder son efficacité. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est fragilisé, on risquerait tout simplement de revenir à ce que nous avions décrié à l'époque où il y a un certain réseau mafieux qui lui reproche, qui continuera toujours. J'ai d'autres questions toujours à ce sujet concernant le premier réquisitoire. Voyez-vous ce dossier arriver jusqu'à la mise en accusation du ministre Constant Moutamba? Je ne le souhaiterais pas. Je ne le souhaiterais pas. Pourquoi, au regard des faits reprochés, au regard du débat même qu'il y a eu dans l'hémicycle ce jeudi, mais aussi au regard de comment la population perçoit l'affaire. Exactement. Je ne souhaiterais pas. Voilà pourquoi j'ai parlé d'opportunité. C'est vrai qu'au regard du réquisitoire tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'on n'a pas présenté toutes les pièces. Certainement que Moutamba aussi, de son côté, a certainement eu à présenter les pièces justifiant tout sur lesquelles il base tout son argumentaire. Mais est-ce qu'il y a lieu seulement de pouvoir poursuivre Moutamba jusqu'à le mettre en accusation? Moi, je pense que ça risquerait carrément d'entacher non seulement l'image du ministère de la Justice, qui est un des ministères clés du gouvernement, mais aussi l'image du gouvernement. Pourquoi? Parce que comment peut-on penser que celui qui poursuit et qui lutte contre la corruption soit indexé comme étant le premier corrupteur? Moi, je crois que ça ne serait pas une belle image que le gouvernement aimerait nous offrir. Lui-même, le ministre Constant Moutamba a présenté ses excuses à la commission, reconnaissant certaines erreurs administratives. En droit, de tels aveux ne sont pas justement condamnables également. Et comment un ministre de la Justice, qui est supposé être bien entouré, connaître les méandres du droit, de tous les parcours, peut commettre une telle erreur? Vous l'avez dit tantôt, il a présenté des excuses par rapport aux erreurs administratives qu'il aurait commises. Parce qu'on va dire qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, en droit, ça n'existe pas. En droit, les aveux n'entraînent pas la non-imputabilité ou n'entraînent pas forcément l'effacement de l'infraction. Mais sur le plan d'instruction, il était important de souligner que la personne qui a posé les actes, lors de son instruction, clairement l'autorité contractante a reconnu certaines erreurs. Mais aujourd'hui, les fonds existent. Les fonds sont là. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller jeter en pâture un ministre qui aurait commis une erreur d'administration? Voilà pourquoi je pense qu'il serait important que le chef de l'État s'implique dans ces dossiers. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les ramifications deviennent politiques sur ce dossier. Moutamba aujourd'hui devient peut-être la personne à abattre et la personne à pouvoir écarter carrément dans l'environnement du chef de l'État, alors que le rôle qu'il joue auprès du chef de l'État est un rôle important. Vous savez que celui qui est à la tête carrément des manettes par rapport à certaines actions qu'il mène, pour pouvoir tenter de pouvoir satisfaire non seulement le camp gouvernemental, mais pour pouvoir rendre aussi une certaine efficacité dans les actions afin de pouvoir crédibiliser l'action du chef de l'État. Moi, je pense que le chef de l'État, il est là lieu et le temps de pouvoir intervenir afin de pouvoir apaiser un peu la tempête qui se lève contre un de ses proches collaborateurs, mais à la justice aussi qui est en train d'instruire, qu'elle puisse instruire, mais tout en tenant compte aussi de ces aspects que je venais d'évoquer tantôt. Il y a un deuxième réquisitoire qui a été lu ce vendredi 30 mai à l'Assemblée nationale, toujours envoyé par le procureur général après la Cour de cassation, M. Firmin Vondé. Cette fois, il accuse le ministre d'outrage à son endroit ou d'outrage aux magistrats. Vous vous souviendrez justement de ce meeting qu'il a tenu au-devant, dans la déventure même de son bureau, où il disait que jamais il va se présenter devant le procureur. Il a traité de quelques mots également. Est-ce qu'il s'est fondé cette fois sur réquisitoire ou pas? Écoutez, vous savez, c'est comme vous l'avez dit à l'entame de notre entretien, que ce tête-à-tête ou cet affront qu'il y a entre la personne du procureur général, veut dire la personne, pas l'institution, et le ministère de la Justice devient carrément quelque chose pour lequel il est important que le chef de l'État s'implique pour essayer de remettre autour d'une table les deux représentants de ces institutions. Le procureur général, près de la Cour de cassation,
est une des autorités importantes incarnant le pouvoir judiciaire. Et je ne vois pas pourquoi elle aurait intérêt à pouvoir s'opposer de manière frontale avec un ministre qui incarne carrément la politique judiciaire. Les deux sont censés être les yeux de la même tête, tous les mamelles du même corps, qui sont censés travailler conjointement et en hauteur de sainteté en vue de pouvoir appliquer la politique du chef de l'État dans le secteur judiciaire. Pourquoi devront-ils pouvoir s'entrer à tout moment et tout le temps en opposition? C'est là que j'en appelle carrément au chef de l'État de pouvoir réunir autour d'une table ces deux personnalités importantes de l'action judiciaire et de l'action politique de notre pays, afin de pouvoir essayer un peu de taire toutes ces discussions qui en 30 secondes, si vous voulez un peu commenter. Il y a un audio, en tout cas, qui est très partagé sur les réseaux sociaux, où l'on entend le ministre Constant Mountamba demander l'implication du fils du procureur afin qu'il joue l'intermédiaire ou qu'il aille justement demander à son père de changer d'avis. Est-ce que ça va jouer contre ou pour le ministre? Ça prouve à suffisance qu'il y a vraiment un antécédent des problèmes entre les deux, non? Jusqu'à preuve du contraire, tant que l'authenticité de cette note vocale n'est pas encore faite par des structures habilitées, je m'abstiens de pouvoir émettre un avis dessus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est possible de pouvoir trafiquer les voix des gens. Alors, jusqu'à ce qu'il sera possible de pouvoir établir l'authenticité de cette vidéo, il sera préférable de s'abstenir de pouvoir livrer nos discussions sur des incantations. Voilà. Mais je peux vous dire ce qu'il a dit. Hein. Il a demandé au fils de dire à son père de retirer ou de se rétracter parce qu'ils ont déjà eu assez de problèmes. Notamment, ça peut servir. La commission peut s'en servir pour dire que voilà, ils ont des antécédents, ils ont des problèmes. Exactement. C'est comme je l'ai dit tantôt, dans l'instruction de la cause, la loi a déjà prévu les mécanismes par lesquels un justiciable peut se sentir à l'aise vis-à-vis de la justice. Lorsqu'il pense que la personne qui instruira son dossier ne lui aspire pas confiance à pouvoir réellement poser les actes en toute neutralité, il est possible qu'il récuse. Le plus simple qu'il récuse, les voies de récusation sont prévues en droit et elle pourra récuser. Et au nom de l'unicité du ministère public, on pourra affecter un magistrat qui pourra carrément connaître des faits de manière neutre et indépendante. Justement, de manière aussi à tranquilliser ou à donner confiance à l'incriminé ou au prévenu. Merci à vous d'être passé. Je vous en prie. Merci. On va terminer avec Henri Bolilo-Mata, président de l'OJCF. Avec lui, on va parler de la jeunesse congolaise face à son avenir. Restez avec nous.